On a vu comment utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ à l'intérieur d'une sphère isolante. Maintenant, je vais m'attarder aux matériaux qui sont conducteurs. Donc, si je prends par exemple une sphère conductrice, cette sphère conductrice-là, si je la charge, donc si je mets des électrons à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Ces électrons-là vont se repousser. Et ils vont se repousser jusqu'où? Jusqu'à temps qu'ils arrivent à la surface extérieure de la sphère. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Donc, c'est pour ça que dans un conducteur, les charges vont toujours se ramasser à la surface. Je n'aurai jamais de charge à l'intérieur d'un conducteur. Donc, ma question est de savoir, c'est quoi le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur? Bien, si j'applique le théorème de Gauss, je vais me faire une surface de Gauss qui est à l'intérieur de mon conducteur. Donc, cette surface-là, la particularité, c'est que peu importe quelle forme je lui donne, là, il n'y aura jamais de charge à l'intérieur. Le Q inclus est toujours égal à 0. Mais si le Q inclus est égal à 0, avec l'équation du théorème de Gauss, bien forcément, on en arrive au fait que le champ doit être égal à 0. Okay? Donc, à l'intérieur d'un conducteur, puis c'est pas juste pour une sphère, n'importe quel conducteur qui a une forme bizarre, là, le champ est toujours égal à 0 si le conducteur est en équilibre électrostatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les charges à l'intérieur doivent être immobiles. Okay? Donc, on va toujours avoir un champ qui est nul. OK. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre un conducteur qui est sous une forme de patate. Okay? Donc, il n'y a pas vraiment de forme, de symétrie particulière. Là. Puis, ce que je fais, c'est que je vais mettre une cavité. Donc, il y a un endroit dans ce conducteur-là où il y a un petit vide. Il y a du vide. Il n'y a pas de matériau. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, par magie, je vais aller mettre une charge à l'intérieur de cette cavité-là. Une charge plus Q, disons. Puis, mon conducteur, ce que je vais faire, c'est que je vais le charger. Je vais lui donner des charges négatives. Je vais le charger avec une charge qui est moins 3Q. Puis là, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que les charges vont se distribuer à la surface du conducteur dans ces conditions-là. Qu'est-ce que ça change que j'ai mis une charge à l'intérieur de la cavité? Bon, ici, là, ce qu'on sait, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un conducteur, donc quand les charges se seront équilibrées à l'intérieur, ben, sur les surfaces, je serai en équilibre électrostatique, ce qui veut dire que mon champ électrique doit être égal à 0 à l'intérieur du conducteur. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique forcément que je vais avoir des charges négatives qui vont aller se coller à cette paroi-là. Pour quelle raison? Bien, parce que justement, le champ électrique est nul à l'intérieur du conducteur. Donc, si je me fais une surface de Gauss, ici, là, à l'intérieur du conducteur, bien, c'est sûr, vu que le champ est nul, je ne peux pas avoir de flux électrique qui passe à travers la surface. Donc, ce que je peux dire, en fait, c'est que, c'est un peu le contraire de tantôt, c'est que si mon champ électrique est nul à travers ma surface, bien, le flux est nul aussi. Et comment est-ce que le flux peut être nul? Bien, c'est que mon Q inclus est nul. Okay? Donc, forcément, Q inclus égale à 0. Comment est-ce que Q inclus peut être égal à 0? Tu sais, cette charge-là, ici, je ne peux pas la changer, là, elle est là. Elle va rester là. Par contre, les électrons de conduction, ici, là, ils peuvent aller se coller à la paroi, ici. Puis, quand on va avoir une charge totale qui vaut moins Q, bien, la somme des charges à l'intérieur de la surface de gaz va être égale à 0. Donc, je peux déduire que la charge sur la paroi intérieure, c'est une charge totale qui vaut moins Q. Si mon conducteur a une charge totale de moins 3Q, qu'est-ce qui me reste pour la surface extérieure ici? 3Q, moins 3Q, moins Q, il me reste moins 2Q. Donc, je vais avoir des charges sur la surface extérieure, mais cette charge-là sera égale à moins 2Q. Si j'avais mis une charge de moins 10Q ici que j'aurais eu ici, ben j'aurais eu plus 10Q. Puis ça m'aurait pris quoi pour avoir moins 3Q au total? Ça m'aurait pris moins 13Q ici. Okay? Donc le principe est le même. Là, je vais comparer ici, là. Donc j'ai deux plaques. Là. Donc les plaques sont dans ce sens-là. Là. J'ai une plaque qui est isolante, une plaque qui est conductrice. Bon. Une plaque, si la plaque est isolante et qui est préalablement chargée, là, ben,
les charges seront distribuées de façon uniforme, on va dire, à l'intérieur de cette plaque-là. Donc, je pourrais, connaissant, disons, la charge totale puis l'aire des plaques, bien, je peux en déduire une densité surfacique de charge sigma. Si je veux charger un conducteur, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a cette capacité-là à éloigner les charges. Donc, je peux émettre des charges. Donc, disons que j'y soutire des électrons. Donc, je veux le charger positivement. Ce qui va arriver, c'est que ces charges-là vont toujours se ramasser sur les surfaces extérieures. Donc, quand je parle de densité surfacique de charge pour un conducteur, contrairement à un isolant, il faut que je considère le conducteur comme étant quasiment deux plaques indépendantes, qui ont la même densité. Le côté droit de ma plaque a une densité sigma, puis le côté gauche a une densité sigma. Bon, alors si je trace le champ électrique de chacun, disons le champ électrique de la plaque isolante, la grandeur de ce champ-là, c'est sigma sur 2 epsilon 0, tel qu'on a trouvé au chapitre précédent. Quand j'ai un conducteur, étant donné que les charges se ramassent sur chacune des parois du conducteur, si je trace le champ électrique de mon conducteur, en fait, il faut considérer que chacun des côtés va générer un champ électrique. Même chose de l'autre côté, là. Je vais avoir ça ici. Donc, première des choses, c'est que à l'intérieur, j'ai forcément un champ nul parce que je vais avoir deux champs qui s'opposent. Mais à l'extérieur, par contre, ce que je vais avoir comme champ électrique ici, c'est que je vais avoir deux champs électriques de même grandeur dans la même direction. Donc, mon champ électrique E va être égal à sigma sur 2 epsilon 0, disons pour le côté gauche ici. Puis le côté droit va faire aussi un sigma sur 2 epsilon 0. Donc, je vais retrouver au total sigma sur epsilon 0 pour le champ électrique de ma plaque conductrice. Okay? Donc, c'est ça la petite distinction, là. Donc, quand on regarde un conducteur, la densité surfacique de charge, il faut faire x2 pour trouver le champ total de ce conducteur-là. Donc, je vais vous parler maintenant des... donc, je prends encore deux plaques. Je prends des plaques conductrices. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des condensateurs. Je vous avais dit qu'on allait voir ça éventuellement dans la session. Bon, évidemment, là, pour l'instant, je vous dis ça brièvement. Donc, si je prends deux plaques conductrices, puis on verra pourquoi, là, mais justement, c'est le principe de base du condensateur. Mais si j'arrive à charger ces plaques-là avec des signes contraires, mais de même grandeur. Donc, la charge du haut pour avoir une charge moins Q, la plaque du bas pour avoir une charge plus Q. Là, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est des conducteurs, même si tantôt je disais que les charges se séparent d'une surface à l'autre, quand les charges sont opposées, je vais avoir, mes charges vont se ramasser sur une seule des surfaces. Okay? Parce que les charges positives vont être attirées par les charges négatives. Donc, en fait, les charges négatives du haut vont être sur la plaque du bas. Donc, maintenant, la densité surfacique de charge, c'est comme pour un isolant. Okay? Donc, si on a moins sigma et plus sigma. Chacune de ces plaques-là va générer un champ électrique. Donc, si je prends un champ électrique de la plaque du haut, je vais avoir un champ qui pointe vers le haut. Puis de l'autre côté, je vais avoir un champ qui pointe vers le bas. J'ai des charges positives, donc mon champ électrique pointe vers l'extérieur. Donc, si je suis en bas, le champ pointe vers le bas. Puis en haut, le champ pointe vers le haut. Si je fais la supposition que mes plaques sont infiniment grandes, là, en fait, c'est ce que je fais depuis le début, là, parce que quand je considère un champ constant qui est sigma sur epsilon 0, c'est parce que je considère que la plaque est infiniment grande. Ce champ-là, là, il va aussi se rendre jusqu'en haut aussi. Puis le champ de la plaque du haut, j'aurais dû continuer lui aussi jusqu'en bas. Alors, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'intensité des champs électriques en haut, en bas et au milieu? Ici, ce qu'on remarque, c'est que les deux champs s'opposent. Donc, c'est comme si j'avais le champ, je vais l'appeler E+, plus E-.
Donc, le E+, c'est sigma sur 2 epsilon 0 J vers le haut. Le E-, c'est sigma sur 2 epsilon 0 moins J. Donc, en somme, ce que ça donne, c'est 0. Même chose en bas, c'est toujours E+, plus E-. Donc, mon E+, ici, c'est le champ qui pointe vers le bas, donc ça va être en moins J. Puis mon E-, il pointe vers le haut, donc ça vaut 0. Puis entre les deux, ce que je vais avoir, encore une fois, il faut que je fasse E+, plus E-. Donc, je vais avoir mes deux champs sont les deux orientés en plus J. Donc, c'est toujours, pour les deux cas, c'est sigma sur epsilon 0 J plus sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc, sigma sur epsilon 0 J. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si je prends deux plaques qui sont chargées de signes contraires, mais peu importe qu'ils soient conductrices ou non, je vais retrouver la même chose. Là. Au centre, le champ total va être égal à sigma sur epsilon 0. Bien, ce qu'on peut constater, c'est que deux plaques comme ça, chargées avec plus et moins sigma, donc charges identiques, mais de signes contraires, ce genre de dispositif-là est idéal pour générer un champ électrique qui est uniforme entre les deux plaques. Puis en plus, on s'assure que le champ extérieur, donc en haut ou en bas, vaut 0. Donc ce qu'on peut faire, c'est remplacer, de toute façon, là, ce qu'on a au centre, c'est la somme des deux champs. Donc ce qu'on retrouve comme champ total, ça ressemble à ça, finalement. Okay? Donc, on aura un champ nul à l'extérieur des plaques, puis entre les deux plaques, j'aurai un champ qui vaut sigma sur epsilon 0, puis le sens, évidemment, du champ électrique est toujours du plus au moins. Donc, en fait, quand on parle de champ uniforme, ben, on peut penser qu'une bonne façon de le générer, c'est d'utiliser deux plaques comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prendre encore ce dispositif-là, deux plaques chargées de signes contraires. Donc on sait que le champ au centre, c'est sigma sur epsilon 0. En passant, on néglige toujours les effets de barre ici, hein, parce que, ben, en fait, c'est surtout dans ce dessin-là, ce qu'on voit, c'est que la distance entre les plaques semble beaucoup plus grande que la dimension des plaques. Normalement, c'est le contraire. La distance entre les plaques est très faible par rapport à la grandeur des plaques, donc on peut considérer que c'est un champ qui est uniforme. Et là, pour bien visualiser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté les plaques. Ce que je vais faire ici, c'est regarder qu'est-ce qui arrive si je place à l'intérieur de ce champ-là soit un conducteur ou un diélectrique. Donc, je vous définirai ce qu'est un diélectrique plus tard. Donc, pour commencer, si je place un conducteur à l'intérieur du champ électrique, okay, donc qui est délimité par mon petit carré vert, évidemment, ce qui arrive, c'est que ce champ-là, que je vais nommer champ externe, donc EXT. Pourquoi E externe? Parce que ce champ-là, il est extérieur au conducteur. Il est généré à l'extérieur. Ce champ-là va passer à l'intérieur du conducteur. Qu'est-ce qui va arriver à l'intérieur du conducteur maintenant? C'est que les électrons de conduction à l'intérieur du conducteur vont être affectés par ce champ-là. Puis, donc si j'en prends un au hasard, un électron, là, si je prends celui-là ici, on peut se questionner à savoir comment il va réagir. Donc, on a vu que une charge placée dans un champ électrique subit une force électrique. Vu que c'est un électron ici, la force électrique va le faire accélérer vers le bas. Donc, on peut généraliser en disant que tous les électrons de conduction dans le matériau vont se déplacer dans le sens contraire du champ externe. Puis on va se retrouver forcément avec des électrons qui sont sur la surface du bas. Ces électrons-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont générer un membre d'électrons en haut. Okay, donc, je vais avoir finalement, ici j'ai mis 10 signes négatifs, j'ai 10 signes positifs en haut. Évidemment, plus le champ externe est grand, plus je vais avoir d'électrons qui vont se ramasser en bas. Quand est-ce que ça arrête tout ça? Okay? Pourquoi, à un moment donné, les électrons arrêtent de se déplacer? C'est que ce que vous remarquez, c'est qu'à l'intérieur du conducteur, mes électrons, puis mon manque d'électrons, donc mes charges négatives et positives, vont générer un champ, mais à l'intérieur du conducteur. Et ce champ-là, je vais l'appeler E interne, qui est généré par cette séparation de charges-là à l'intérieur du conducteur. Ce champ interne-là sera de plus en plus intense, plus ma séparation de charges est importante. Puis jusqu'où ça arrête? Si je regarde un autre électron qui est au centre de ce conducteur-là,
ben lui, là, il va être affecté par quoi en réalité? Il va être affecté par le champ externe plus le champ interne. Au moment où ça ne bouge plus, là, au moment où je suis en équilibre électrostatique, c'est le moment où cette charge-là ne subit plus de force. Comment est-ce qu'elle peut ne plus subir de force? Ben, il faudrait absolument que le champ interne soit égal au champ externe. De cette façon-là, ben, j'aurais un champ total qui serait nul à l'intérieur du conducteur. Donc, on peut dire qu'à l'équilibre électrostatique, le champ interne va aller équilibrer complètement le champ externe en s'opposant pour générer un champ total qui est nul. Ce que je vais avoir en réalité à la fin, c'est quelque chose comme ça. Évidemment, il y a des effets de barre là, que j'ai négligés ici, mais encore une fois, à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ est nul. Donc, on retrouve que le champ total est égal au champ externe plus le champ interne. Évidemment, plus le champ externe est grand, bien, plus le champ interne devrait être grand pour équilibrer, pour avoir un champ nul. Donc, plus la séparation de charge va être grande. Donc, à chaque fois que j'ai un conducteur dans un champ électrique, c'est ce qui arrive, là, les charges se séparent à l'intérieur du conducteur jusqu'au moment où le champ s'annule. Maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchargé mes plaques. J'ai placé entre les deux plaques un diélectrique. Donc, un diélectrique, ce que c'est un isolant dans lequel les molécules qui le composent là, ont un moment dipolaire électrique. Donc, ce que j'ai placé ici, si je prends mon diélectrique puis que je le place puis qui est dans un état qui est normal, ben, mes dipôles à l'intérieur de mon diélectrique sont ordonnés de façon aléatoire. Donc, par exemple, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé, donc le moins, c'est, le bleu, c'est le pôle négatif, puis le rouge, c'est le pôle positif. Donc, un dipôle, on sait que c'est formé de deux charges opposées, là. Maintenant, ce que je fais, c'est que si je charge les plaques comme d'habitude, avec plus et moins sigma, là, on sait qu'on va générer un champ électrique externe. Ce champ électrique externe-là va aller remplir tout l'espace. Donc, il va passer à travers le diélectrique aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du diélectrique maintenant? C'est que ces dipôles-là vont être affectés par ce champ électrique-là. Donc, les dipôles vont avoir tendance à s'enligner dans la direction du champ électrique. En fait, on va voir le pôle positif va s'orienter dans le sens des lignes de champ, puis le pôle négatif, lui, dans le sens contraire. Donc, on va avoir les dipôles qui vont tous être alignés à la verticale. Donc, ce qu'on va avoir comme configuration après l'apparition du champ externe, ben, c'est un alignement des dipôles. Là, je n'ai peut-être fait plus que tantôt. L'important, c'est le principe. Là, mais vous voyez, ils sont tous alignés. Le plus en haut, le moins en bas. Ce qu'on se rend compte, c'est que si on prend ces blocs de charge-là, tout s'annule. Okay? Donc, électriquement, tout ce que j'ai encerclé en rose ici s'annule. On remarque que finalement, la contribution des dipôles, c'est que la rangée des charges positives en haut, la rangée des charges négatives en bas, sont les deux contributions qui ne seront pas annulées dans l'ensemble du diélectrique. Donc, au final, c'est un peu comme si mes diélectriques, une fois qu'ils sont disposés de façon-là, vont générer une distribution de charge négative sur la partie inférieure, puis une distribution de charge positive sur la partie supérieure. Donc, l'équivalent, ce serait ça. Donc, je me retrouve, même avec un diélectrique, même avec un isolant, je me retrouve avec une densité de charge négative en bas puis positive en haut. Ce qui fait que je vais générer un champ interne. Donc, ce champ-là, je vais l'appeler le champ interne. Mais contrairement au conducteur, ce champ interne-là atteindra jamais une valeur qui est égale en grandeur au champ externe. Donc, les dipôles s'enlignent, mais il y a une limite à ça. À un moment donné, ils ne peuvent pas s'enligner plus que le maximum. T'sais. Donc, comme pour le conducteur, on aura que le champ total, ben, c'est le champ externe plus le champ interne. Donc, on a vu que ces deux champs-là s'opposent, ce qui fait en sorte que le champ interne est toujours plus faible que le champ externe. Donc, ça dépend du matériau. Donc, pour certains matériaux, le E interne, qui est en fait un champ induit, va être plus fort que pour d'autres. Donc, on va avoir un champ total qui peut être plus ou moins faible, dépendamment du matériau. Tout ça est en lien avec ce qu'on appelle la constante diélectrique. Donc, plus un matériau a une constante diélectrique qui est élevée, plus il va générer un champ induit qui est fort, donc plus le champ total va être faible. La constante diélectrique, c'est la lettre kappa.
plus la constante électrique est grande, bien, plus le champ résultant va être faible en relation avec le champ externe. Donc, si on prend l'air, par exemple, l'air a une constante électrique d'à peu près 1. C'est 1,00059. Okay, donc, c'est quasiment comme dans le vide. Parce que dans le vide, K vaut 1. Vous pouvez regarder à la table, au tableau 3.1 à la page 108, vous avez plusieurs constantes électriques pour plusieurs matériaux. Donc, plus le matériau a une constante qui est forte, bien, plus il va abaisser le champ électrique à l'intérieur. Donc, ces notions-là vont nous servir au chapitre 5 pour les condensateurs parce que, bien, comme je vous dis souvent, là, les deux plaques comme ça, c'est un dispositif de condensateur qu'on approfondira éventuellement, mais le fait de mettre un diélectrique à l'intérieur du condensateur, ça me permet d'abaisser l'intensité du champ électrique à l'intérieur du condensateur. Ça va avoir un effet important sur ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Mais ça, je le sens en suspens, on en reparlera plus tard.